Commençons d'abord par un rappel qu'au Forum de médias, la devise qui nous anime est sous-tendue par la trilogie fidélité, efficacité, régularité. Faisons à présent la connaissance de la composition du plateau, comme l'exige notre tradition. Partons de la gauche avec Robert Ngambi. Je suis membre du bureau politique au Parti Lumumbiste Unifié, secrétaire permanent adjoint chargé des questions électorales et idéologiques, mais également les affaires provinciales au Parti Lumumbiste Unifié du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga de heureuse mémoire. Antoine Gizenga de heureuse mémoire, et puis c'est Mani Abongo, je suis analyste indépendante. Analyste indépendante. Et puis je m'appelle Saïl Mbalanga Baudouin, éditeur, directeur responsable du journal La Chopo, parlementaire honoraire. Aujourd'hui, j'en profite pour dire que l'église Saint-Augustin de Lukuttu vient de totaliser un siècle d'existence. Lukuttu, le siège de l'ex-PLZ, Plantation Les Verts au Zaïre. Et je dis aux frères kimbanguistes qu'eux également viennent de totaliser un siècle. Donc on va faire une communion pour que nous allions ensemble vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, nous pouvons maintenant nous tourner vers la droite, qui est votre gauche à la maison. Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, je suis politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique PESA Fongola Mboka. Kitoko Michel, et puis Pero Mahopa Haruna, je suis le coordonnateur national de l'Union des fiscalistes de l'Institut supérieur des commerces pour la promotion du civisme fiscal et la bonne gouvernance. Pero, pour la bonne gouvernance. Et puis Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle l'IDEC. IDEC de Makombo, la femme qui tient le coup avec son parti. Alors, nous terminons avec Parti Joseph Lendo Fumawa Malemba Nansanga Masika Nambongo, méritocrate et coordonnateur d'une ONG de développement de la province du Congo central, Amour du Congo central. Et à la lumière de ce que venait de dire le patriarche Saïl Mbalanga, que je salue, je rappelle à l'opinion que nous en sommes au centenaire du mouvement de réveil prophétique. Nul ne peut oublier que les Bangunza du Congo central ont tenu le christianisme pratiquement bien avant que la colonisation ne vienne. Et ici, dans la foulée, nous avons Tata Simoni Kimbangu et beaucoup d'autres Ngunza, des prophètes Bakongo, qui n'ont jamais été honorés. Et vous vous souviendrez, Noël, nous l'avons dit ici, à propos du 4 janvier, que nous avons recensé certains cas emblématiques en son temps qui ont été fauchés par le Belge et par la police congolaise de l'époque, mais hélas, dont la mémoire a été oubliée. Mais là, nous avons fait un travail auprès de la chancellerie des ordres nationaux. Nous saluons le général Matou, André. Nous avons écrit à l'institution chancellerie pour que, pendant les festivités du centenaire et de l'église kimbanguiste et du mouvement de réveil prophétique, c'est-à-dire Nongunza, que le gouvernement songe quand même à décerner des médailles à ces gars qui ont payé de leur prix pour que l'éveil spirituel Congo puisse avoir de l'impact. Les sommaires, l'actualité de la semaine que nous venons de boucler était dominée par 3 thèmes, à savoir l'attente du gouvernement Sama Lukonde, la suspense de tout Congolais politique comme citoyen lambda. Le deuxième temps concernait la rentrée parlementaire, laquelle cette fois a été marquée par le discours du speaker de l'Assemblée nationale
aux accents patriotiques qui inspiraient l'espoir d'un avenir meilleur. Le troisième thème tourne autour de la tenue des élections prévues pour 2023. Les rappels de l'Amsenco à la classe politique a semblé donner l'air d'une détonation. Voilà le thème que nous allons aborder et une fois de plus, nous enregistrons ces numéros pendant que tout le monde attend encore la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Seule information que nous avons nous provient du Premier ministre lui-même, qui a dit à nous tous à ne pas confondre l'urgence à la précipitation. C'est si bien dit ou pas, selon vous? Monsieur Kitoko. Au fait, ce qu'il faut souligner dans ce que le Premier ministre dit, moi je pense que c'est un problème de manque d'organisation au sommet de l'État. Pourquoi je dis ça? Les jours où le président de la République a levé l'option pour casser avec le FCC, pour divorcer avec le FCC, la logique aurait été que c'est, avant même de prendre la décision, qu'il doit avoir des pesanteurs sur une fois la décision elle est prise. Quels sont les mécanismes mis en place et surtout les acteurs qui doivent accompagner les institutions avant de faire. Voilà pourquoi on a toujours dit gouverner, c'est prévoir. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ici, on prend une décision, on dit bon, advienne que pourra, nous allons réfléchir après pourvu qu'on a pris une décision. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions, on arrive au stade où on est en train de tantonner. Qui peut faire quoi, avec quelle liste et quels sont les acteurs qui doivent accompagner, soi-disant, entre guillemets, la vision du président de la République. Et c'est là où je me répète, qu'une fois, avant même de prendre la décision, il devait avoir une idée sur la cartographie et surtout les acteurs qui doivent l'accompagner. Et voilà, on arrive au stade où il ouvre le brèche, l'espace de l'union sacrée, où, sans restriction aucune, tout le monde entre, comme bon le semble, et à l'intérieur, avec une conditionnalité, 8 députés, vous avez un ministère. Et quand on laisse ces champs libres, le même qui quitte une tendance bien précise vont se retrouver. Et au niveau de la population, nous allons en répéter les mêmes erreurs et le même problème. Et là, non seulement que le président de la République est bloqué lui-même dans son propre piège, en prenant une telle décision sans avoir pris le mécanisme de changement bien avant, mais aujourd'hui, de pire encore, c'est le pays qui paye les pots cassés. Tout simplement parce qu'on n'est pas, nous ne sommes pas dans un pays comme la Belgique où on dit pendant un an il n'y a pas un gouvernement, mais là-bas il y a les institutions fortes qui accompagnent, même ici à l'absence de gouvernement. Mais avec nous ici, l'ensemble des ministères des institutions de la République provoque le mécanisme de l'existence et de l'administration de l'État. Alors, tant que ces animateurs-là ne sont pas connus, avec tous les désordres qu'on a dans ce pays-ci, à tous les niveaux, nous avons des défis à relever. Le problème de l'insécurité à l'est du pays, le problème de la pauvreté, le problème de Covid-19 qui est le problème de la santé, le problème de l'enseignement, le problème de la justice. À tous les niveaux, il y a des problèmes. Maintenant, quels sont les acteurs qui viendront accompagner, soi-disant la vision du président de la République pour en découdre avec tous ces problèmes que nous avons en moins d'1 an et demi. Et là, vous avez encore, voilà pourquoi les autres rappellent pour dire non, arrêtons les cafouillages avec les promesses ici et là. Nous voulons les cap 2023. Et là que les évêques commencent à se réveiller. On va en parler parce que vous avez évoqué la question de rappel des évêques par rapport à cette question ici. Alors, Madame Makombo, nous avons seulement une information, c'est celle du Premier ministre qui dit à ne pas confondre l'urgence à la précipitation. C'est bien dit? Oui, c'est bien dit. Et ce suspense qui continue nous montre combien la politique congolaise est complexe. Parce que, rappelez-vous, le 15 février, le Premier ministre, vous parlant, vous, à la presse, détermine 3 critères: compétence, expérience, probité morale. Mais
c'était sans compter avec justement cette complexité de la politique congolaise, parce qu'il faut justement arbitrer. Ce n'est pas facile d'être les alliés. Voilà, il faut arbitrer, voilà, bien avant, le Premier ministre Mobutu l'avait dit, arbitrer entre les différentes forces politiques. Et puis, il y a aussi notre fameuse géopolitique dont il faut bien tenir compte. Hein, et il faut tenir compte aussi un élément, un aspect qui pèse de plus en plus. Il a promis, le Premier ministre, mais avant lui, le Président, que ce gouvernement comprendra un certain nombre de femmes, comprendra des jeunes, etc. Donc tout ça n'est pas facile à mettre en place. Et souvenez-vous, le gouvernement Ilou Kamba, je crois que ça avait pris 4 mois ou 5 mois. Donc, mais c'est dommage parce qu'effectivement, il y a des urgences. Et c'est dommage parce que, comme l'a dit M. Kitoko, nous n'avons pas des institutions fortes dans le pays où on peut dire, sans gouvernement, le pays continue quand même à bien fonctionner. Hein. Nous avons des institutions encore faibles. Donc tout ça fait que ça soulève quand même beaucoup de préoccupations auprès de la population et auprès des Congolais en général. Mais bon, gardons espoir, comme on nous a annoncé que la fumée blanche va sortir dans quelques jours. Bon, gardons espoir. Mais c'est une situation, et le Premier ministre d'ailleurs l'a montré, ce n'est pas une situation dans laquelle il se complaît, hein, que ça l'amuse, que ça... Non, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de faire cet arbitrage entre les différentes forces politiques. Madame Mabongo, évitons l'urgence pour ne pas faire la précipitation. Qu'est-ce que ça vous dit? On ne doit pas prendre patience. Vous savez, il y a urgence. Nous devons avoir un gouvernement, M. Noël. Nous venons de perdre 2 ans. Hein, c'était les querelles entre le FCC et le CACH. Et après, nous sommes maintenant dans l'union sacrée. Nous sommes les 2 pieds dedans. Et dans l'union sacrée, on ne doit pas répéter ce qu'on a vécu avec le FCC Cash. Il y a quelqu'un autour de cette table qui a dit non, dans l'union sacrée, on ne vient pas pour le partage des postes. C'est simplement une dynamique où on permet au chef de l'État de concrétiser sa vision. Maintenant, nous sommes dans l'union sacrée. Maintenant, qu'est-ce qui bloque pour que le chef de l'État concrétise sa vision? Qu'est-ce qui bloque pour que le gouvernement soit mis en chantier? C'est ça la grande question. Et ce ne sont pas les animateurs qui manquent. On a eu le système de 3 noms. Regroupement, les 23 regroupements apportés, les 3 noms qui sont 24. Et les 24 regroupements, et le Premier ministre pourra faire son choix. Mais maintenant, pourquoi ça tarde? Vous voyez maintenant la gloutonnerie de nos politiciens. Ils sont les premiers à parler du peuple. Mais quand il s'agit de partage du gâteau, ils sont très sérieux, ils sont coriaces. Et maintenant, c'est le peuple qui en pâtit parce que nous attendons ce gouvernement. Le gouvernement ne vient toujours pas. Mais ils doivent apprendre à mettre l'eau dans leur vin parce que nous voulons des solutions aux problèmes. Il y a des grèves un peu partout. Les régies financières grondent. Les entreprises publiques grondent. Il y a des mises en place alors qu'il y a une mesure conservatoire qui interdit tout mouvement du personnel. Il y a des gens qui violent ce qui est prescrit. Mais il faut un gouvernement responsable. On n'a pas à attendre. Le Premier ministre n'a pas tout le temps pour concrétiser la vision du chef de l'État. Et moi, je me dis, Monsieur Noël, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je voulais en appeler au Premier ministre. C'est pas tout le monde qui va être au gouvernement, qui travaille avec ceux qui sont dispo. On n'a pas besoin qu'un groupe, un regroupement politique bloque la machine ou le parti présidentiel bloque la machine parce qu'on doit positionner des individus. 8 postes pour 80 personnes. Que gagne la République dans tout ça? Nous ne gagnons rien. Nous avons besoin des personnes compétentes, intègres, expérimentés qui vont animer les ministères. Le temps passe, il ne reste que 2 ans au président de la République pour terminer. Je crois 2 ans et demi pour terminer le mandat. Alors si lui dit que voilà, ne pas confondre l'urgence à la précipitation, c'est-à-dire Sama Lukonde a tout le temps pour former le gouvernement, mais il travaillera quand? Okay. Il travaillera quand? Alors, pourquoi est-ce que Sama est arrivé à cette phrase lapidaire, hein, de ne pas confondre l'urgence à la précipitation? Pourquoi il est arrivé à ça? Et qu'est-ce que ça vous dit? Merci.
J'ai eu la chance dans ma vie, avant qu'il ne soit Premier ministre, d'être avec lui pendant le préparatif des élections de 2018. Je connais son assiduité, je connais comment il est très attaché à l'ouvrage, mais il faut dire, comme je l'ai toujours dans la réflexion, le grand problème d'analyse de la mise en place des institutions, surtout en démocratie représentative chez nous, remonte d'un système qui pose problème et qui prend beaucoup de temps dans la formation d'un gouvernement. Ce qu'on appelle le système électoral proportionnel. C'est une pratique qui mène toujours, je crois que le premier gouvernement avec le vénérable patriarche Antoine Gizenga, c'était autour de 2 mois, avant que 2 mois et demi pour sortir le gouvernement. Nous en avons eu même avec... ça devient une maladie, quoi. Pas en fait une maladie, mais ce sont les conséquences du système électoral que nous avions. Proportionnel, c'est-à-dire que même celui qui a 4 députés, quand on dit 8 députés égale un ministère, et vous avez autant de partis qui ont des députés, il faut parler avec eux, il faut vous mettre d'accord, il faut obtenir du consensus, il faut dialoguer, et donc vous dialoguez avec 24 regroupements au même moment pour dégager du consensus autour de la formation du gouvernement. C'est aussi une tâche ardue, mais là où on n'aurait qu'un seul parti. Quand une condition de 8 députés pour un parti qui peut prétendre... Ce n'est pas la Constitution qui dit ça. Non, ça c'est un principe. Bon, ça c'est un principe. C'est un principe mais alors, levé par le formateur. Mais alors, pourquoi pas se passer des partis qui n'ont pas les 8 députés? Non. Quand vous dites, aujourd'hui dans l'Union sacrée, vous venez de le dire, il y a à peu près 24 regroupements politiques. Et tous ces 24 regroupements, ce sont des regroupements représentés à l'Assemblée nationale, qui ont des députés. C'est ces groupements-là qui donnent la majorité actuelle de 391 députés identifiés par l'informateur. Et donc, dans la formation du gouvernement, vous ne pouvez pas laisser un regroupement en marge. Et reformer le gouvernement signifie... Et si le regroupement n'a pas 8 députés? S'il n'a pas 8 députés, il n'est pas dans le critère. Mais alors? C'est ça que je dis. Mais les 24 regroupements ont tous au moins 8 députés. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, on savait si former le gouvernement. Mais d'où viennent les problèmes si tous les regroupements ont 8 députés? Le problème vient par la procédure. Le problème vient par que le nombre, 24 regroupements, vous devez discuter avec 24 regroupements politiques. Premièrement, pour dégager en fait, un consensus de formation autour avec le 24. Les critères qu'a posé madame viennent après. Je pense, si on était réaliste, il y a 24 regroupements. Donc 24 ministres. 24 ministres, pourquoi pas? Non, vous n'allez pas comme ça, ça ne passe pas comme ça. Pourquoi pas? Non, cette fois, ça ne passe pas comme ça. Mais 24 ministres, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que... Il y a l'équilibre. Il y a un élément, l'élément qu'on appelle poids politique. Vous avez un gouvernement de 45 ministres, en fait, un gouvernement de 45 membres. Mais vous avez 24 mangeurs, les gens qui doivent manger. Et les 24 n'ont pas tous le même poids. Il y a ceux qui pèsent plus que les autres. Et donc, Pardon? La balance, c'est le nombre de députés. C'est le nombre de députés. Okay. Et donc, ça pose... Moi, je vais terminer par là, je m'excuse. À la longue, je pense, j'ai toujours rêvé qu'il faut modifier le système électoral. Sinon, je vous l'ai dit, même le gouvernement qui viendra après les élections de 2023, il ne sera pas formé en un mois. Ça sera un problème. Parce que le même problème de la naissance du système proportionnel demeurera. Il faut changer du système proportionnel pour un autre système qui va avantager et que le président élu, à peine 2 semaines, il a un gouvernement et il décolle. Ok. Alors, Monsieur Lendo. Mais je voudrais rappeler à la population qui nous suit ce soir que la proportionnelle n'est pas made in RDC. Donc ce n'est pas une théorie qui a été née au Congo, expérimentée au Congo, vécue au Congo. On l'a vécu ailleurs. Mais curieusement, on n'a pas le même résultat. Je m'excuse. On l'a vécu ailleurs. La proportionnelle a une histoire. Dommage que dans le cas de l'émission, on ne peut pas... Écoutons-nous, quand le... Dommage que dans le cas de l'émission, on ne peut pas rentrer pour faire de la rhétorique scientifique ici. Mais néanmoins, Noël, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Et je suis désolé. Donc, l'explication à ce que nous avons, ce n'est pas dans la proportionnelle forcément. Et ça, c'est une excuse.
propre encore une fois à la congolaise. Mais Noël, je dirais ceci. Je ne sais pas encore en quelle année, il y a eu une guerre en pleine capitale. Les hommes de Bemba et les hommes de Kabila. Souvenez-vous, c'était vers 12h40. Les élèves du collège, de l'Athénée, de Sainte-Anne, d'où je viens aussi, ils sortaient et boum, crépitement d'armes. C'est ça l'état d'âme du politicien congolais. L'autre ne compte pas. Comment on peut accepter de déclencher une guerre dans la capitale aux heures de midi où il y a un afflux de bleu et blanc? Moi qui n'ai pas de poids politique, Noël, j'avais ma Mercedes ML acquise et devant Dieu et devant les lois proprement. Mais j'ai fait des rotations pour évacuer des élèves. Nous étions combien? Pour ça donnait cet exercice-là. Nous étions combien? Les policiers étaient où? Pour évacuer les gens de Si, Mandela, jusqu'à Kitambo. 8 rotations. Mais les policiers n'ont pas ça. Ceux qui ont déclenché cette imbécilité-là militaire, pour eux, c'était ou c'est moi ou les autres, là, ça ne tient pas. C'est ça l'âme du politicien congolais. Et nous devons nous départir de cela. Voyez-vous, de croire que la République n'appartient qu'à eux, à eux, poids politique. C'est quoi cette histoire de poids politique? Je dirais encore un deuxième cas pour illustrer ce que je dirais rapidement à la fin. Je dirais Noël 2011, candidat à la FUNA. Mais j'explique aux gens des Bandalungwa, mais les agrégats électoraux, les discours que nous devons vous tenir, je ne réalise pas comment vous vivez avec des moustiques. Honorable, il y a bien la soie qu'on était, Bangunga Bandal, la soie qu'on était honorable. Oh. Voilà l'âme. Voilà d'où vient le malheur du Congo. Il voulait me convaincre. Moi, je ne peux pas comprendre. Je veux être candidat à la FUNA. Mais parmi les objectifs, il faut lutter contre cette histoire de Mugungi. L'homme fait à l'image de Dieu ne peut pas cohabiter avec des Ngungi. Mais ils m'ont convaincu que honorable, c'est comme un Ngungi. Voilà. Noël, comment il faut faire la politique dans ces pays? Donc, quand on me dit urgence, précipitation, moi, je ne comprends rien. Je suis sérieux. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui est urgent? Urgence, c'est quoi? Précipitation, c'est quoi? Je ne comprends rien. Mais je pense qu'on ne réalise pas ce qui se passe. Noël, cette situation creuse davantage le fossé du malheur du peuple. Oui, alors, monsieur Saïlé. Modérateur, moi j'ai souvent l'habitude de suivre les chaînes étrangères, en dehors de ma RTNC locale. Je suis comme les chaînes étrangères. Les débats qui se passent sur les choses étrangères. Et par exemple, en France, en France où il y a le verbe, en France, les partis politiques sont organisés au niveau national. En pareille circonstance, un parti politique X, le président national fait appel aux représentants de chaque province pour qu'ils viennent de la capitale, qu'on fasse les primaires, élections primaires. Par exemple, mon parti s'appelle les Amis de Saïlé. Les représentants de Saïlé viennent partout. Ils viennent de la capitale, on voit l'autorité morale que je suis, et on discute le cas de la République. Parce qu'il y a un gouvernement qui est en formation d'ici là. C'est comme ça que ça se travaille en France. Et pour éliminer, par exemple, j'apprends qu'un parti présidentiel chez nous ici a 8 ministères et les candidats sont déjà à 100. Alors, ça crée des problèmes de blocage. On travaille calmement. Pas d'abord le parti politique, c'est un gouvernement en miniature. Il y a un secrétaire général adjoint chargé de, l'autre chargé des constitués et tout. Mais chez nous, tout le monde est d'autorité morale. Tout le monde a le pouvoir de dire quelque chose. C'est dommage. Donc, on doit revoir, d'ici là, on doit revoir d'abord l'existence d'un parti politique. La formation d'un parti politique. L'État congolais a le devoir de subventionner les partis politiques. Ok, vous avez parlé de financement des partis politiques par le pouvoir, mais on ne finance pas n'importe quel parti politique. Oui, ça parti. Il y a des conditions pour financer un parti politique. Mais lorsqu'on donne l'autorisation, qu'on s'entende. Allons doucement. Et le grand mal aussi pour les partis politiques, au sein des partis politiques que nous avons ici, on ne sait pas qui est capable de faire quoi. Donc, dans un parti politique, on doit savoir si aujourd'hui nous avons les pouvoirs,
Celui-là fait les affaires étrangères, il est capable. L'autre là peut être ministre de l'Intérieur, ainsi de suite. Mais ici, on ne sait pas qui est capable de faire quoi. C'est l'apprentissage, malheureusement. Donc, et c'est ça qui complique tout. Et ensuite, il n'est pas dit que tout le monde dans le parti doit devenir ministre. Il n'est pas dit que dans le parti, tout le monde doit devenir ministre. Oui. Ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est qu'au Congo qu'on peut prétendre à ce genre d'histoire. Oui, vous voulez dire, mon cher Perrault? Merci beaucoup pour la parole. Nous sommes dans le discours du Premier ministre. Hein? Oui, une phrase qui cache beaucoup. Hein? Nous sommes en suspense. Nous sommes en suspense et ce que nous sommes en train de vécu aujourd'hui, vraiment, je suis tellement désolé du comportement que nos politiciens affichent. Parce que le blocage est situé sur la gestion des ambitions politiques. Alors, quand je regarde le principe que le Premier ministre avait dit de 8 députés pour avoir un ministère, je pense bien que ce principe n'est pas respecté aussi. Pourquoi? Il y a eu des tractations entre les gens de l'ensemble et les gens de l'IDPS. Que non, l'IDPS a au moins 32 députés, mais ils ont déjà 8 portefeuilles. Tandis que l'ensemble a plus de 70 députés, ils ont juste 5 ministères et un vice-ministère. Ça pose maintenant problème. Ils ont ça où? Ce sont des rumeurs. Non, il y a eu des déclarations hier sur Top Congo. Ils ont dit ça. Alors ça pose maintenant problème. Tout ça c'est quoi? C'est l'égoïsme. Et suite maintenant à cette tractation politique, le pays se bloque. Maintenant, nous on pensait que non. Hier, c'était le FCC. Du fait que non, il y a eu des tractations avec Joseph Kabila et tout, comme ça, Kabila nous bloque, le FCC nous bloque. Aujourd'hui, tout le monde est venu à l'Union sacrée. C'est le blocage. Maintenant, le second blocage. On pensait, non, nous ne sommes pas venus pour les postes. Nous ne sommes pas venus pour les postes. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons toujours les mêmes erreurs. Comment le pays peut se développer? Et quand est-ce que les gens peuvent réfléchir sur le développement de ces pays? Quand est-ce que les gens peuvent se mettre ensemble comme ça pour commencer à parler comment on peut mettre la sécurité dans notre pays? Quand est-ce que les gens peuvent commencer à penser non, comment éduquer notre population à devenir les bons citoyens? Quand? C'est bizarre tout ça. Alors nous demandons au président de la République de prendre le relève. Nous sommes en train d'écouter selon les informations que lui-même a 5 postes régaliens qui lui revient. L'IDPS aussi a 5 là-bas, je ne sais pas, ça va déjà au-delà des 10. Et le président avait insisté pour réduire le gouvernement. Mais nous risquons d'avoir plus de 50 ministres encore. Comment ça? C'est regrettable. Ok, donc prenons patience. Espérons que dans les jours qui arrivent, dans les 24 heures, peut-être que ce soir même, avant la fin de la semaine ou avant lundi prochain, nous aurons peut-être le gouvernement. Mais dans toute chose, nous devons savoir que plus nous traînons, plus les problèmes se compliquent. Et c'est ça le grand danger. C'est un chapitre que nous allons développer quand le gouvernement va sortir. Parlons maintenant de la rentrée parlementaire. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette session doit vider tous les accros capables de retarder la réalisation de mieux-être de la population. Honorables députés et chers collègues, la session qui s'ouvre ne sera pas de tout repos. Elle s'annonce très laborieuse. Au regard des matières inscrites dans l'avant-projet du calendrier de nos travaux, aussi bien dans le domaine législatif que celui non législatif. Elle sera sans nul doute un moment de débat républicain, patriotique et passionnant face aux enjeux et aux attentes de nos populations. Elle sera aussi
l'occasion de nous mettre en face de nos responsabilités en tant que mandataires de ce peuple dont les besoins sont immenses et légitimes. S'agissant du domaine législatif, nous entendons prioritairement focaliser la présente session sur les réformes dans le domaine de la gouvernance électorale. Les temps de réforme, il faut le reconnaître, est souvent un moment à la fois exaltant et exigeant et diversement apprécié. Il en est ainsi, non seulement parce qu'elle bouscule les habitudes et les intérêts, mais aussi et surtout parce qu'il faut opérer des changements. Il est temps d'opérer les changements attendus par notre peuple. Que faire pour atteindre ces objectifs? Selon vous, l'analyste, vous avez suivi les discours aux accents patriotiques du président de l'Assemblée qui voudrait que cette session fasse tout pour débloquer les accros qui nous retardent encore. Que faut-il faire pour atteindre ces objectifs? Que faut-il faire? Bien. Gambi, rapidement. Il faut d'abord profiter de ce micro pour féliciter notre aîné, Christophe Mbosso. C'est une expérience que nous avons au niveau du bureau de l'Assemblée nationale comme président du bureau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il mettra tout ce qu'il a accumulé comme expérience au service de notre chambre basse. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, il faut classifier et même les priorités des réformes à opérer. Il y a des réformes qui nous pourront aboutir. Oui, il a cité un certain nombre de réformes à opérer. Oui. Et aujourd'hui, à lire l'opinion nationale et même internationale, les réformes liées au processus électoral risquent de prendre la première place. Or, le mieux-être ne se situe pas tout simplement dans le processus électoral. Le mieux-être est beaucoup plus dans le travail productif. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des réformes qui vont nous permettre, dans 3 mois, augmenter la production de maïs au Congo? Est-ce qu'il y a des réformes qui peuvent nous permettre que dans les 6 mois, que nous rentrions comme le premier producteur du café, du thé, de l'EVA, ainsi de suite? Donc ça, ce sont là. Or, je pressens déjà que le débat sur les élections, le processus électoral, ces enjeux vont prendre beaucoup de temps, des discussions qu'il faut comme réforme. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de réforme, dans tout ce que je suis, nous suivons, tout le monde arrive sur le processus électoral comme première réforme prioritaire à pouvoir opérer. Et lui-même en a dit, le vieux Christophe Mbosso, devant les évêques de la CNCO, je crois que ça doit être Monseigneur Ambongo, Fridolin, le cardinal. Et, parmi les priorités, c'est qu'on doit vider les questions liées au processus électoral parce que 2023 arrive si vite. J'aimerais qu'on regarde beaucoup plus les pays en problème. Nous pensons beaucoup de discours, mais on n'a pas encore compris la clé du développement du pays. On peut faire beaucoup de problèmes, réforme électorale, Banque mondiale, FMI, et tout ça, on n'arrive pas. Tant qu'on n'aura pas compris qu'un pays ne peut se développer que par la capacité de domestiquer le savoir et un savoir transformateur. Si vous n'êtes pas capable de transformer le maïs à autres produits variés avec valeur ajoutée, si vous n'êtes pas capable de transformer le café, de transformer les diamants, de transformer le cuivre chez vous, et donc c'est le savoir qui le fait. Aujourd'hui, je pense que le président de la République, ayant encore la possibilité d'avoir un deuxième mandat, après en 2023, il doit aujourd'hui beaucoup plus jeter les jalons qui pourront demain, s'il a la possibilité d'avoir un deuxième mandat, avoir maintenant accès à beaucoup de promesses de termes de production, de création d'emplois, mais à lire l'environnement actuel,
le processus électoral risque de prendre le devant et ça n'amènera pas la quantité de maïs et les tonnes du café. Alors, Makombo, que faire pour que les propos du président de l'Assemblée puissent atteindre les objectifs quand il dit que la session doit vider les accros qui nous retardent? Oui, j'espère que ça ne va pas se limiter à un beau discours, parce que les beaux discours, on en a déjà entendu avant. Et moi, c'est également ma crainte que je partage avec M. Robert, c'est que on dirait que le focus en ce moment, c'est processus électoral, la Synco de même. Or, il y a des urgences. Il y a des urgences au niveau du développement du pays, il y a des urgences au niveau les recettes du pays, il y a des urgences au niveau de l'environnement. Et il y a pas mal déjà des dossiers, des arriérés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Par exemple, cet accord de zone de libre-échange, il en a parlé. On voit que, oui, l'Assemblée a voté dans certains termes, le Sénat n'a pas voté dans les mêmes termes, mais nous, en tant que citoyens, on veut voir dans la réalité comment ça va se passer, quelles sont les mesures, quelles sont les lois que l'Assemblée pourra prendre pour justement faire avancer ce dossier-là. La corruption, comment la corruption qui nous gangrène, qui est un véritable cancer, qui fait que notre budget est si petit. Comment le Parlement compte réagir là-dessus? Moi, d'ailleurs, récemment, j'ai publié un article dans la Prospérité où je proposais notamment, parmi les mesures, c'est qu'on ait, nous, dans notre pays, une loi sur les signes extérieurs de richesse. Parce que on voit ça chaque fois, chaque jour. Quelqu'un est nommé, il habitait une maison modeste, Salongo, Lemba, etc. Un an après ou quelques mois après, on le voit avec plusieurs villas, etc. Aux yeux et au vu de tout le monde. Mais personne pour lui demander des comptes. Et là, c'est le rôle du Parlement de voter une loi de ce genre-là, qui, quand il y a vraiment inadéquation flagrante entre les revenus supposés d'un individu et les biens qu'il a, il doit rendre compte et il doit être sanctionné. Là, sur le plan de l'environnement, nous avons déploré chaque pluie. Hein. Moi, comme je dis toujours, j'adore la pluie. J'adore le bruit de la pluie, surtout dans la nuit. Mais on se réveille. Combien de Congolais morts que nous déplorons? Combien de victimes? Et ça, c'est parce qu'il y a des causes. On nous a expliqué. Les experts nous ont expliqué. Hein, parce que nos canalisations sont bouchées, parce qu'on a construit sur des égouts, etc. Comment l'Assemblée va pour ce problème-là, pour le prévenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, toutes ces questions-là, et on aimerait voir notre Assemblée beaucoup plus dans l'adoption de législation sociale, l'adoption de législation qui protège le Congolais. Le Congolais doit être au centre. Le Congolais n'est pas au centre des préoccupations en matière de développement. Okay. C'est les étrangers. Donc, il est vraiment grand temps que les choses changent de ce côté-là, qu'on se dise pas seulement dans des beaux discours, on nous parle de classe moyenne, etc., etc., mais dans la réalité, le Congolais n'y se retrouve pas. Donc, il faudrait que le Congolais s'y retrouve. Politologue Kitoko, quels sont les accros non dénombrés par le président de l'Assemblée qui devait intervenir pour que nous puissions quitter l'état où nous sommes? En fait, moi, ça me fait mal lorsque je suis les discours du président de l'Assemblée nationale. Nous venons de déplorer tout à l'heure le comportement des députés et qui veulent absolument se connecter au trésor public, la caisse de contribution du peuple congolais, qui se départage. 8 députés, un poste ministériel. Et quand ils entendent ça, vous comprenez que c'est l'argent de souffrance de tous les Congolais
que nous sommes, dans la contribution que nous mettons là, qui vont se départager pour vivre. Cette connexion devait quand même avoir, il devait avoir même chair de poule pour dire que ce n'est pas comme ça qu'on doit présenter les choses. Mais parce que je fais quand même marche en arrière en rapport avec le sujet évoqué sur le gouvernement, Noël permet quand même qu'on dise un certain nombre de choses. Dans le pays organisé, c'est sur base des tendances. Vous êtes des social-démocrates, oui, vous l'êtes. Le gouvernement qui sort, c'est un gouvernement de gens, de gens qui ont la capacité d'orienter une politique socialiste comme il se doit. Peu importe, pas dire oui, nous sommes oui députés, de l'autre côté, on va sortir, on va consulter, non. En France, vous avez les gauches plurielles. C'est dans les 48 heures, vous avez un gouvernement avec gauche plurielle. Cependant, vous avez les écolos, vous avez le Parti socialiste, vous avez tout. Ils se mettent d'accord parce qu'ils savent que les gens qui ont la compétence, ils vont les représenter. Et c'est sur base de la politique appliquée sur le terrain qu'on va commencer à les suivre. Mais ici, ce n'est pas ça. C'est qu'ils savent trop bien que sur le oui député un poste, c'est la connexion au trésor public, tout de suite. Et lorsqu'ils vont aller puiser dans les trésors publics, combien va rester pour le peuple congolais et pour le développement de ce pays? Bon, nous sommes en train de... Et cette question, c'est cette question que le président ne comprend pas. Il y a des objectifs à atteindre. Le président de l'Assemblée a énuméré un certain nombre d'objectifs qu'on devait atteindre pour que nous puissions progresser. Maintenant, vous, analystes que vous êtes, que faire? Moi, je suis en train de lui montrer l'état de lieu de ce que le Congo est. La volonté de faire, oui, il peut en avoir la volonté. Mais la réalité de ce que nous avons, de la mentalité politique de notre pays, feront qu'il ne pourra pas atteindre ces objectifs-là. Il faut qu'au niveau de comportemental de l'acteur politique change. Tant qu'il n'y a pas ce changement-là. Vous voyez, lorsque j'attends que le président de la République a droit à 8 postes ministériels, mon Dieu, où c'est écrit, dans quel principe de droit, où on dit que le président, lui seul, il a autant de ministères. Attention. Le président de la République, Noël, je termine, vous êtes politologue, s'il vous plaît. Vous êtes politologue et analyste. Les bruits de la rue, les rumeurs ne doivent pas tenir... Vous ne pouvez pas en tenir compte. Lorsque ça vient de la part de partis politiques responsables au sein de l'administration de l'État, lorsque ça vient d'eux et qu'ils le disent haute voix dans les réseaux sociaux et aussi dans les médias connus. Les réseaux sociaux, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Mais j'ai dit simplement, il est la première institution de la République avec la capacité de réguler toutes les institutions de la République. Donc, tous les ministères, je peux me dire que tous les ministères l'appartiennent. Et ça lui de réguler. Okay. Alors, de ce point de vue, le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, la question que vous avez posée, le président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il va se pencher peut-être sur la question électorale, hein, comme on le dit là, la loi organique sur la question électorale, mais le social des Congolais avec le comportement des acteurs politiques d'aujourd'hui, même de ce Parlement, qui même pour déchoir la présidente de l'Assemblée nationale, c'est au nom de l'argent. Et on entend parler les chiffres, pas de citoyens de la rue, des députés eux-mêmes qui disent si on ne donne pas de l'argent, ou alors moi on m'a donné de l'argent, ce ne sont pas des rigolades, ce sont des choses sérieuses que nous devons prendre au sérieux. Alors de ce point de vue, les citoyens ordinaires savent que ces gens-là, ils sont là-bas en connexion avec les trésors publics et l'argent des contribuables congolais pour se départager. À partir de quel moment on va prendre le moyen que nous avons dans la caisse de l'État pour développer le pays ou faire les social de notre pays? Ça pose un problème sérieux. Ok, Madame... Abongo, vous pouvez analyser un peu le discours du président de l'Assemblée et que faire pour que ces intentions du président de l'Assemblée deviennent une réalité. Merci beaucoup, M. Noël. Il n'y avait pas que le président de l'Assemblée nationale, la Chambre basse, il y avait aussi le président du Sénat. Du Sénat aussi, les deux ont fait et les deux discours se rencontrent quelque part. Le président de l'Assemblée nationale parle des réformes, comme M. Robert l'a dit tout à l'heure. Il parle de réformes, il parle de la diplomatie parlementaire, le contrôle parlementaire, et puis des questions relatives à l'environnement, ainsi que des propositions de loi, plusieurs propositions de loi qui devront être examinées. Concernant les réformes électorales, c'est le moment, parce que les élections se préparent. On n'improvise pas les élections, c'est le moment de commencer à préparer les élections. Il y a eu un rapport sur l'audit de la CENI. L'Assemblée nationale peut déjà plancher sur ça, examiner cet audit-là, et elle peut aussi demander aux confessions religieuses
que c'est leur demander que c'est le moment qu'elles se retrouvent pour désigner le nouveau président de la CENI. Les confessions religieuses, je pense qu'ils sont réunis le samedi. Hein. Oui, mettre déjà les batteries en marche pour désigner le nouveau président de la CENI et à l'Assemblée nationale auditer, examiner l'audit de la CENI, commencer à réfléchir sur les différentes réformes que doivent connaître la CENI, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit retoucher. Et en plus de ça, il y a le problème de l'insécurité à l'est du pays. Je me suis dit, ils vont interpeller qui? Parce que jusque-là, le gouvernement est démissionnaire. Nous attendons un nouveau gouvernement. Là, ils devront attendre pour interpeller le ministre, qu'il explique ce qui se passe réellement à l'est, parce que c'est chaque jour que nous comptons les morts. Et au Sénat, le président est revenu sur la situation économique. Vous êtes sans oublier que la pandémie a causé quand même des dégâts sur l'économie des pays africains et des pays européens. Il nous faudra un plan de relance pour notre économie et eux, ils devront plancher sur ça et demander au gouvernement d'élaborer un plan pour relancer notre économie. Et pour chuter, il a parlé de l'environnement. Les questions environnementales, souvent, on ne tient pas compte de ça. Et il a fait voir que c'est un domaine important qui peut rapporter au pays, qui peut rapporter aux localités. C'est-à-dire, si on doit utiliser nos bois, si on doit utiliser nos ressources, les populations environnantes, les populations qui habitent les contrées doivent en bénéficier. Eux, ils sont prêts à faire le plaidoyer. Concernant les CAF, la zone de libre-échange, et on devra quand même voir, l'Assemblée nationale devra voir ce qu'il faut faire pour que notre pays devienne compétitif. C'est-à-dire qu'est-ce que notre pays peut présenter dans cette zone de libre-échange. C'est bien de ratifier, c'est bien de signer que cette zone de libre-échange puisse exister, mais nous devons savoir qu'est-ce que nous devons présenter à cette zone de libre-échange. Nous ne devons pas aller les mains vides. Cela sous-entend qu'on doit relancer la production dans notre pays. Produire cacao, coton, ananas et tous ces produits-là pour les présenter dans la zone de libre-échange afin que nous puissions consommer ce que nous produisons. Ok, vous avez parlé de notre bois. Oui. Ce qui est curieux, qui est étonnant, notre bois continue à sortir en grumes. Oui. Et des tonnes et des tonnes qui sortent en grumes. Sans payer le fisc. Même si on paye le fisc. Même si on paye le fisc. Quelle est la réforme qui reste à faire là-bas? Même si... Pour transformer le bois en paquet ou à autre chose. Ou en planche. Pour faire de meubles. Pour faire de meubles. Donc, il faudra des industries locales pour que nous puissions transformer les bois ici. Parce que nous exportons le bois à l'état brut et les Congos ne gagnent rien. Oui, monsieur... Ben, Noël, un de meilleurs héritages de feu mon père, à la manière de M. Saïle, Oscar Moïse Zandia Malemba, c'est en tout cas la bibliothèque. Et je peux affirmer sans risque de me faire tromper un jour, j'ai la plupart des discours du maréchal Mobutu. Il m'arrive pour combler un peu mes heures creuses de les lire. Mais en lisant Mobutu, je réalise qu'en étant congolais, zaïrois congolais, mais nous avons affaire à un autre pays. Dans le discours de Mobutu, le Congo, les Zaïres étaient beaux, grands, où il faisait beau vivre. Mais c'est autant dire que l'heure des discours, pour moi, je n'y accorde pas trop d'importance. Je n'y ai entendu autant, j'ai beaucoup lu. Mais que faire pour que les discours deviennent une réalité? J'en viens, Noël, t'en fais pas. J'en viens. Et Noël, n'oubliez pas, la politique au Congo, pour nous les méritocrates, nous la comparons à une pièce de théâtre. Mais là, je rappellerai au peuple que, étant moi-même fan de théâtre, ce groupe Salongo. Mais dans les théâtres, il y avait des ballets mondiaux qui jouaient des rôles. Kwedi, Mama Moupépé. Mais il y avait aussi des Kokodioko, des Chaba, des Inga, des Kidianfuka. Et sur cette balance-là théâtrale, je préfère jouer à Ballet mondial.
C'est pour dire que, qu'est-ce qu'il faut faire? Les réformes, ben, tant mieux, je suis heureux. Mais commençons d'abord à définir une réforme, c'est quoi? Il nous parle de réforme. Mais nous venons de réforme des entreprises publiques qui n'a ou qui n'ont accouché que d'une souris. L'OFID a dévié DGDA. Et après, vous êtes de la presse. On a dévié SCPT. Au CPT où travaillait fait mon père, dévié S, je ne sais pas quoi, communication. Mais allons avec moi dans ces entreprises. Avant de venir ici, j'étais avec un client de l'ONATRA. Mais c'est la catastrophe. Ça ne va pas. Donc la réforme des entreprises publiques a été bâclée et est à refaire. Cela devrait nous interpeller quand nous disons réforme. C'est quoi une réforme? C'est changer, c'est le nom, réforme de la CENI, faire partir Malonda pour Saïle. Ah, c'est pas ça. Mais Noël, réformons les choses, tant mieux. Mais donnons du contenu à ce que nous voulons faire. Je vous dis, je bouge demain ou après-demain, dans le cadre de ma profession, d'avocat bien sûr. Eh bien, Noël, je dois parler des domaines à l'étranger. Je me dis, juriste, je rentre au journal officiel pour avoir des lois sur tel domaine pour que je sois mieux armé face à ces partenaires extérieurs. Mais j'arrive au journal officiel, je demande telle loi, ils n'en ont pas. Telle autre loi, ils n'en ont pas. Je dis, oh, mais si moi, avocat, je vais au journal officiel de mon pays, je ne trouve pas ces lois, je vais les trouver ou pas à l'église. Et un monsieur gentil du service du journal officiel m'envoie à la Bibliothèque nationale. Et cette loi-là de 64 à la Bibliothèque nationale. Nous, d'abord, dans quel état se trouve notre journal officiel? Il faut aussi réfléchir là-dessus. Les journaux, les parlementaires. Je demanderai au président Bosso et au président Bahati de faire une descente au journal officiel pour voir dans quel état se trouve le journal officiel d'un pays comme la RDC. Je vais à la Bibliothèque nationale Noël pour chercher la loi de 64. Je voyage et ces gens m'ont pris en charge. Voyez-vous? Donc je dois être à la hauteur des attentes. Mais je suis juriste, je dois avoir des textes. J'arrive à la Bibliothèque centrale, Bibliothèque nationale. Et curieusement, par ironie du sort, cette bibliothèque est située à quelques pas de la présidence de la République. J'ai honte, directeur, j'ai failli pleurer. Je demande, papa, Biswawa, est-ce que Baïba Kabissou? Je dis, vous relevez de quelle tutelle? Ministère de la Culture et Arts. Voilà ce que je vous disais ici l'autre fois. La culture et art, je l'ai dit au Premier ministre, ce n'est pas le ministère des Balais Pendé. Bibliothèque nationale oubliée. Directeur, je n'ai pas pu atteindre les documents. Je suis désolé, mais je suis vu quand le Premier ministre a reçu les musiciens. Ils ont ça dans leur tête. Maintenant, nous demandons que le ministère de la Culture soit géré par un musicien. Donc voilà la déformation du pays. On ramène tout pratiquement à la théâtralité. Et bien le mondial, Kokodioko, Ngadia et consorts. Ah non. Donc je viens, directeur, je demande, je vois la bibliothèque nationale d'un pays comme la RDC. Le savoir. Catastrophe, je me suis posé la question. Combien de personnes, comme on dit là, emblématiques, le poids politique? Mais les députés auraient pu, de Kinshasa, descendre à la Bibliothèque nationale, voir dans quel état ça se trouve. Tout de Noël, je vais citer. Pour dire quoi? Pour dire que tout est à réformer. Mais la meilleure réforme, si vous voulez changer, ce n'est pas dans les lois. J'ai fait 9 ans, je crois, au cadastre minier pour appliquer le code minier. Si vous lisez le code minier, formule d'ancien comme la formule d'aujourd'hui, le code minier, dans son application, devrait impacter le développement de tout le coin minier. Mais allons avec vous, qu'est-ce que les miniers ont fait? Le problème de ces pays, Noël, ce n'est pas le problème des textes, c'est un problème d'hommes. Tant que nous n'aurons pas résolu le problème, et j'ai dit au peuple qui va encore fabriquer les députés demain, tant qu'on n'aura pas compris que dans ces pays c'est un problème d'homme Noël, on va beau multiplier des discours, ça ne changera rien. Et je citerai en disant, et des amis du PNUD, à l'époque le PNUD a arrangé les cours et tribunaux de Kinshasa. L'ami m'a dit, mais Pati, tu sais, vous êtes drôle. Nous avons arrangé, vous avez des beaux tribunaux, beaux parquets. Vous savez quoi? Passez là-bas 3 mois après. N'allez pas dans le bureau des magistrats ou des juges. Allez dans les toilettes. Voilà. Nos toilettes sont dans quel état? Voilà l'âme du Congolais. Quand quelqu'un ne sait pas entretenir sa propre toilette, vous voulez qu'il fasse quoi? Quelle réforme va-t-il appliquer? Le problème, c'est à ce niveau-là. Ok. Oui, Pero, rapidement, puisque nous devons changer de chapitre. Le temps court. Hein. Oui? Je serai vraiment très rapide. Nous avons bien suivi le discours des chefs
celui du Parlement et du Sénat. Celui de l'Assemblée. Des assemblées. L'Assemblée nationale Voilà. et le Sénat. Nous les avons bien suivis et je pense bien que nous assistons toujours au discours. Chaque président qui vient, Au commencement était la parole. au commencement de la parole, il nous amène un discours. Et ce discours-là pose toujours problème pour être réalisé ou pour être réaliste. Alors, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale a prôné sur des réformes. Alors, quelles sont les priorités de ces réformes-là? On va commencer où? Il faut qu'on nous présente les plans de ces réformes-là. On commence par tel point, tel point, tel point. Voilà ce que nous allons faire. Et ce planning-là peut même être donné au ministre. Que chaque ministre, quand il vient, voilà dans ton secteur ce que tu vas faire. Alors, pour nous, tant que fiscalistes ou experts en civisme fiscal et la bonne gouvernance, la priorité, c'est l'argent. Les nerfs de la guerre. Il faut avoir l'argent. Ça serait impossible. Et suffisamment d'argent. Ça serait impossible qu'aujourd'hui, nous parlons des réformes, nous parlons des sociales, nous parlons des choses sans avoir l'argent dans la caisse de l'État. D'accord. Le problème maintenant, c'est l'incivisme fiscal. C'est pour ça que vous êtes là. Nous allons revenir sur l'argent. Oui, rapidement. Vraiment, c'est comme si nous sommes communiqués par télépathie avec mon fils. Si vous voyez quelque part ici, Mangbongo, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'écris là? C'est quoi? Argent. L'argent. Ok. Donc, un peu de mots. Vous voulez parler argent? On va parler argent. Non, pas. Je vais compléter tout simplement pour dire les mots qui rongent là-bas. Le président du Sénat a eu le courage de dire au président de la République, Excellence, monsieur le président de la République, 14 millions. Les choses sont volatilisées, je ne sais comment travailler. Aidez-moi. Mbosso, qui est d'ailleurs mon beau-frère, je le dis, a eu le courage politique de faire passer le message en sourdine. Il n'y a pas d'argent. Ok. Alors, nous disons aux députés, puisque nous parlons des discours du président de l'Assemblée et du Sénat, nous disons aux députés et sénateurs, cette fois-ci, je pense qu'ils vont être à la hauteur de la mission leur confiée par le peuple. C'est-à-dire, si le gouvernement qu'on présente n'a que ceux qui ne peuvent pas faire un beau travail, il y a moyen de les renvoyer aux études. Si, comme ça, ils vont démontrer au peuple qu'ils sont en train de regarder qui peut servir et qui n'est pas capable de servir. Ça, c'est un contrôle parlementaire. Et les contrôles parlementaires. Non, d'abord le gouvernement, au départ, lorsqu'on le présente, on dit voici un tel et tel ministère, un tel ministère, les députés doivent examiner pour voir si, comme on disait à la conférence nationale, des vertébrés ou les invertébrés. Donc les invertébrés, dans ces circonstances, ne peuvent rien faire. Et ceux qui peuvent freiner les invertébrés, c'est les députés. Voilà. Nous pensons qu'ils vont démontrer qu'ils sont de véritables mandatés du peuple. Alors, pourquoi les élections de 2023 feraient beaucoup de vagues dans l'opinion des politiques? Pourquoi? Oui, monsieur, rapidement. En fait, parce que nous sommes presque au milieu de la mandature, et donc il nous reste 2 ans, je crois, pour 2023. Et c'est nécessaire que les gens en parlent en termes de projection, en termes de commencer l'organisation, le préparatif. C'est nécessaire, mais au niveau des acteurs politiques, quand tu vas, ceux qui sont, je discute avec beaucoup de députés, beaucoup de ceux qui sont dans les positions connectées au Trésor, ils sont dans une dynamique volontariste de dire beaucoup de préalables. On monte des montagnes de préalables pour dire qu'on ne peut pas dans le délai de 2023. Mais ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est dans le type de principe « ôte-toi de là que je me mette ». Et ils vont vous pousser beaucoup plus avec ce discours 2023, on ne vous donnera même pas un jour, il n'y aura même pas une seconde de glissement. Derrière la tête, c'est ce que j'appelle
la philosophie de la bourgeoisie administrative qui gère l'État. C'est cette volonté qui va faire que les gens, on se met des crocs à jambes, on se batte matin, midi, soir, parce que chacun cherche à être connecté au trésor public. Et donc, des fois, nous allons même à créer des déchirures, là où les choses peuvent se passer dans la douceur, dans la paix, dans la quiétude, de manière que l'État se gouverne, les réformes s'opèrent, les élections s'organisent dans la quiétude. Okay. Nous, chez nous, la tendance est que nous organisons les élections sous la haute tension. Et on va proclamer les résultats sous cette haute tension. Et donc, le principe, la philosophie de la connexion au trésor de la bourgeoisie fera que même vous avez fait des bonnes réformes, tant que les élections s'organiseront dans un environnement de haute tension, même celui qui a réellement perdu, il n'acceptera pas d'avoir perdu. C'est le problème que vous demandez aux 18 000 candidats que nous étions pendant les élections législatives de 2018, chacun vous dira, nous tous, on a gagné les élections. Donc on devrait avoir 18 000 députés à l'Assemblée nationale. Donc chaque candidat avait gagné les élections, c'est la CENI qui avait triché. Alors, Kitoko, pourquoi est-ce que les élections de 2023 ferait beaucoup de vagues dans l'opinion des politiques? Bon, vous vous souviendrez, Noël, que depuis que le pays a entamé la voie de la démocratie, c'est parce que nous avons voulu, nous-mêmes, le peuple congolais, au travers le référendum qui a eu lieu de la Constitution de 2006. C'est une volonté réelle, parce que le pays sortait de la dictature la plus atroce de Maréchal Mobutu, qui ne voulait pas de la démocratie représentative et que nous étions dans le système de Papabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Partibo, et tout ça, ça a créé énormément de problèmes. Maman, il n'y en avait pas une. Hein. Alors, avec cette dictature-là, qui n'arrangeait pas le pays, on s'est dit, nous voulons emboîter le pas quand même de la maturité démocratique. Et nous l'avons démontré avec les CIRR en 2006. Il y a eu des problèmes, des contestations, comme Ngambi venait de le dire ici, mais il fallait toujours continuer pour mûrir notre démocratie. Et cette jeune démocratie avec les CIRR devait atteindre sa phase de marche encore en 2011. Nous avons essayé en 2011 avec de petits problèmes ici et là, mais qu'il faut continuer ces plusieurs cycles électoraux que finalement, on peut dire que nous avons mis le pays sur le rail de la démocratie électoraliste qui est conséquence de ce qui est de la démocratie représentative consacrée à l'article 20 de la Constitution de notre pays. Donc de ce point de vue, chaque Congolais est conscient que si on fait la rupture par rapport à ça, ça causera des dégâts et des problèmes énormes. Voilà pourquoi la population attire l'attention, et surtout même l'Église catholique, qui a vécu des choses lorsqu'on veut déraper ou dérailler sur cette question, rabâcher les oreilles des officiers pour dire non, il faut continuer le cycle électoral, de façon que le pays soit vraiment assis, le train soit assis sur cette question-là. Donc c'est comme ça qu'on rappelle toujours aux partis au pouvoir, pour dire éviter le prétexte. Gouverner, c'est prévoir, vous l'avez toujours dit. Vous avez reproché au gouvernement passé que gouverner, c'est prévoir. Vous aussi, vous devez prévoir le moyen qu'il faut mettre de côté pour que cette démocratie atteigne sa maturité. Okay. Il n'y a que dans ce sens-là qu'on attire l'attention de tout ce monde-là, rien d'autre. Madame Akombo, avez-vous l'impression que les politiques congolais voudraient bien récupérer le processus électoral? Moi, ma désolation, c'est de voir que la politique, normalement, c'est noble. On fait de la politique parce que, par conviction, par idéal. On se dit, je fais de la politique, mon combat politique, c'est pour, une fois que j'accède à la position que j'espère avoir, je veux réaliser telle chose pour la population. Mais chez nous, la politique, c'est un moyen pour se faire de l'argent. J'ai rencontré un jeune cadre ici à Kinshasa, travaillant dans une compagnie pétrolière étrangère. Il gagne assez bien sa vie, bien logé, etc. Mais qui me dit, oh moi, je pense d'ici 4-5 ans, je me lance en politique. Je lui dis, mais pourquoi tu avances dans la voie, deviens un chef peut-être d'entreprise, etc. Il dit, non, la politique,
c'est le moyen le plus rapide. Voilà. Donc c'est ça vraiment le drame. Les gens n'y vont pas par idéal conviction. Et voici pourquoi l'une des raisons de cette obsession envers les élections. Je n'ai pas pu être élu, je n'ai pas pu être dans le cercle... L'obsession, est-ce que les Congolais aiment bien l'élection? Les Congolais aiment l'élection, mais l'élection ne réussit... Pour moi, je trouve que... Voilà, n'est pas encore bien gérée. Hein, et l'organisation, regardez déjà, on n'est pas en période électorale, on est en train de mettre les jalons, hein, il faut réformer la loi électorale, etc. On sent déjà la tension monte. Et les Congolais, les élections qu'ils ont eues, en tout cas les dernières, ce sont des élections scandaleuses, frauduleuses. Donc on se dit... et les élections, ça veut dire argent, ça veut dire corruption. C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour faire de la politique. Mais malheureusement, cet argent vraiment n'est pas propre. Alors moi, ma réaction, c'est de dire, oui, il faut anticiper, oui, il faut prévoir. Et c'est maintenant qu'il faut penser à la réforme électorale, la loi électorale, etc. Mais il ne faudrait pas que le processus électoral deviennent ici et maintenant une obsession au point d'en oublier les questions de développement, les questions de sécurité, les questions de l'environnement, etc., etc. Okay. Et moi, je crains que nous allons nous laisser emporter dans ça. Le développement, vous pensez vraiment que les gens qui se voient inondés tous les soirs par nos pluies diluviennes, hein, vous nous racontiez une histoire poignante. Toute une famille qui doit être évacuée en pleine nuit, etc. Ce sont les élections, le processus électoral, là, maintenant, qui vont les faire vivre. Donc, moi, j'aurais souhaité, en tout cas, pour parlant de la Cinco, que comment ils ont appelé ça, cette feuille de route prévoyant les jalons, les activités devant nous mener à 2023, qu'ils imaginent aussi une feuille de route de ce genre pour les questions sécuritaires, pour les questions de développement, pour les questions d'environnement, etc. Hein? Okay. N'obsédons pas, tout en nous occupant de ça, mais il y a des urgences. Il y a vraiment des urgences. Vous parlez tout à l'heure de la zone de libre-échange. Je termine par là. Savez-vous que nous n'allons même pas pouvoir bien y rentrer parce que dans ce pays, nous n'avons pas de loi sur la normalisation. Nous fonctionnons comme ça, on fabrique les choses sans normes et qu'on ne pourra pas vendre à nos voisins. On sera bientôt envahis. La loi sur la normalisation, depuis 2004, est en souffrance à l'Assemblée nationale. Voilà une priorité du président de l'Assemblée nationale. Le Sénat l'a voté, mais c'est à l'Assemblée nationale. On attend. On attend quoi ? Et puis, nous allons ratifier. Nous sommes rentrés. Là, nous sommes... Non, c'est pour ça que je dis que... Là, nous sommes hors sujet. Oui, mais c'est ça aussi. L'obsession élection ne doit pas nous faire oublier qu'il y a d'autres priorités. Des priorités qui vont nous permettre de donner du travail aux Congolais, qui vont nous permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, qui vont nous permettre de lutter contre cette corruption qui nous gangrène. Ok. Qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi l'élection fait peur aux Congolais? Oui, rapidement, une minute. Hein? Noël, avant de manger, nous avons l'habitude de nous laver les mains pour bien manger. Bon, l'éducation de nos parents d'hier. Mais je me rends compte que le politicien, qui est politicien au Congo, mais il faut quand même prendre de tels agrégats comme des leçons. On vit en politique, on se regarde dans les mains. Si les mains ont été sales dans sa propre comportementalité, mais on se lave les mains. Mais il y a des politiciens à mains sales. Et la scène politique est gangrénée par des politiciens à mains sales. Quand quelqu'un vit en politique avec sa saleté d'hier, et vous voulez qu'il puisse donner quoi? Tout est politique ici, Noël. Nous l'avons dit ici. Vous gagnez quoi? Directeur. Pour être directeur d'une grande chaîne, la RTNC chaîne nationale. Mais vous avez gravi des échelons. Et vous avez derrière vous un background. Mais le politicien, l'accès au pouvoir, c'est les micros, la télévision, le WhatsApp, le Facebook. Voilà le problème. Donc tout est sur le plan purement mental. Tant que nous n'aurons pas assaini le mens mentis, politique d'abord,
Noël, on va tout faire. Nous marchons lentement mais sûrement et avec assurance totale sur les pas de notre grand frère les Haïti. 60 ans après, nous sommes où? Évitons ça. Non, mais pour éviter ça, justement, c'est pourquoi nous venons des émissions. J'aurais pu rester chez moi préparer mon voyage. Bon, pour nous, en venant ici, Noël, nous venons forger ce qui est l'âme d'une démocratie, l'opinion publique. Okay. Directeur, allez avec moi Lemba Terminus, l'humidité dans des maisons. Allez avec moi en Guiringui. On reviendra. Vous verrez. On revient là-dessus. Mais ces peuples-là est où? On parle d'élection. Ok. Alors, je pense que nous voulons la démocratie. En démocratie, on accède au pouvoir par la voie d'élection. Nous devons prendre comme option, c'est de savoir que pour arriver au pouvoir, je dois passer par les élections. Et ces élections, on doit les préparer. Pour les préparer, utilisons l'expression du Premier ministre, évitons la précipitation. Donc, évitons la fraude aussi. Alors, nous disions que les Congos, tout grand qu'il est, il a un faible budget. Avec le faible budget, pas d'espoir de réaliser des actions d'éclat. On ne peut pas réaliser d'actions d'éclat avec un budget faible. Alors, voici, monsieur l'expert, quelles sont les pistes capables de nous conduire à doter la RDC d'un budget digne d'un grand pays qu'il est? Je pense bien que non. Tout pays, pour bien fonctionner, il faut avoir de l'argent. Comme tout être humain. Hein? Tout être humain, pour mieux vivre, il faut avoir les moyens. Alors, aujourd'hui, l'État, pour couvrir ses charges publiques, il faut avoir des moyens conséquents. Quand tout vient. Donc, c'est l'argent. Et l'argent de l'État provient d'où? L'argent de l'État provient de l'impôt. D'où vient l'impôt? L'impôt provient des contribuables. Qui sont ces contribuables-là? Les Congolais, les nations. Toute la communauté ou tout le peuple. La population. La population qui habite une communauté quelconque. Aujourd'hui, le peuple congolais a un devoir de payer les impôts pour permettre à l'État d'avoir un budget colossal pour faire sa politique. Et de construire des maisons privées. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, au-delà de tout, aujourd'hui, nous, tant qu'experts en matière, nous avons constaté un grand problème. Le problème que nous avons constaté aujourd'hui, c'est le problème de l'incivisme fiscal. L'incivisme fiscal est accordé par ses corollaires aussi. Alors, par l'incivisme fiscal, nous attendons là quoi? Les comportements qu'a les contribuables vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire, le contribuable utilise les méthodes d'évitement de l'impôt. Cela par des résistances actives ou passives. Maintenant, au-delà de ça aussi, nous avons un problème de la mauvaise gestion ou la mauvaise gouvernance de l'impôt. C'est-à-dire la mauvaise affectation de l'impôt, la répartition inégale de l'impôt, la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la corruption, qui est d'ailleurs la plaie des dirigeants congolais. Et ce sont des problèmes aujourd'hui qui font à ce que l'État soit toujours incapable de couvrir ses charges publiques. Maintenant, en voyant tous ces problèmes-là, tant que des patriotes, souciants maintenant de notre pays, nous avons pensé mettre en place cette association. Et nous sommes fixés pour objectif de sensibiliser nos frères et sœurs congolais à avoir la culture fiscale. Parce que le problème de la culture fiscale, c'est un problème qui date de longtemps. Par exemple, avant l'indépendance de notre pays, les gens qui se battaient pour l'indépendance, ils avaient un seul message. Et ils disaient aux autres, non, nous allons faire partir les Blancs. Vous avez des propositions concrètes qui peuvent faire que demain, au-delà de la sensibilisation, nous puissions sentir le changement? Le point qui est là, à part la sensibilisation,
On sensibilise pourquoi? Pour faire voir au peuple les bienfaits de leur paiement. D'abord, aujourd'hui, dans la méthode qu'on utilise aujourd'hui, quelles sont les lacunes? Aujourd'hui, le problème qui est là, c'est le problème du désordre au sein de l'administration fiscale. Il n'y a pas l'ordre là-bas. Même celui qui a fait l'examen peut devenir inspecteur des impôts. Suite à quoi? Suite au recrutement tribaux, ethniques et politiques. Dès que tu deviens DG là-bas, tu admets tout un groupe, voire même les membres de la famille. Il y a des listes qui circulent. Des recommandations. Pour engager les gens là-bas. Maintenant, nous voulons que, avec des réformes qui seront mises en place, qu'on puisse mettre l'ordre national des fiscalistes. Bravo. Il faut mettre en place l'ordre national des fiscalistes qui va faire le suivi Et qui ne font pas de l'éthique des agents des fiscs. En combattant le chantage. Et à ce moment-là, certainement, c'est le travail qui va se faire. Parce que cet ordre des fiscalistes-là va permettre maintenant à faire le suivi de l'utilisation même des personnels ou de l'utilisation des moyens de l'État qui se trouvent là-bas. Parce que c'est un problème grave. Raison pour laquelle nous sommes en train de souhaiter qu'on puisse mettre l'ordre des fiscalistes, l'ordre national des fiscalistes, pour faire le suivi de ce travail-là. Vous venez d'épingler la cause principale de la faiblesse de notre budget. Certainement. Donc, voilà. Alors, le deuxième problème, la gouvernance. C'est le problème de la gouvernance. Quand on parle des problèmes de la gouvernance, là, nous voyons la manière dont les autorités gèrent l'argent de l'État. Mon Dieu, la corruption est partout. Les dirigeants ne sont pas redevables devant les contribuables. Bravo. Ils ne rendent pas compte de l'utilisation des moyens qui sont mis à leur disposition. Alors, comment les peuples peuvent être incités à s'acquitter de leur devoir fiscal loyalement? Donc cela crée un doute. Ça crée déjà une crise de confiance qui existe aujourd'hui entre les contribuables et les dirigeants. Maintenant, il faut chercher la manière, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour déclencher cette situation? C'est la bonne gouvernance. La justice. La justice élève une nation, certes. Mais la justice doit aussi faire son travail. Elle doit d'abord être... Mais celui qui est le plus que la justice, c'est le peuple. Les peuples doivent être exigeants aussi. Les peuples peuvent faire partir un ministre. Parce que nous avons des députés qui sont là, ils peuvent faire des contrôles parlementaires, nous avons des inspecteurs des finances et tout qu'on sort. Mais le peuple lui-même peut chasser un ministre, peut chasser un DG de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes allés de voir, Papa Noël, c'est quoi? Un député qui est élu, mais il préfère aller devenir un DG d'une entreprise publique. Mais il y a un problème là-bas. Un député qui devient ministre. Maintenant, comment les députés, qui est le patron du ministre, pour faire les contrôles, maintenant il a laissé son suppléant. Pour qui vient les contrôler? Madame mon épouse. Est-ce que son suppléant là aura maintenant le temps d'aller contrôler le ministre? C'est un problème. Alors nous avons des problèmes comme ça. Nous sommes en train maintenant d'appeler le chef de l'État au moment des réformes, il faut aussi chercher les experts. Parce que quand vous faites quelque chose pour la population, sans la population, c'est être contre la population. Ce qui s'est fait sans nous. Alors, nous, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes la première association. Nous ne voulons pas rester dans des bureaux et tout qu'on sort, non. Nous avons besoin de descendre sur terrain, dialoguer avec les contribuables, en même temps porter des conseils aux dirigeants. Est-ce que vous avez un document qui puisse aider les pouvoirs à orienter maintenant la fiscalité au Congo autrement? Certainement. Nous sommes en train d'élaborer un mémo auquel nous allons déposer au Premier ministre. Nous allons lui donner notre vision, la façon dont nous sommes en train de penser pour la fiscalité congolaise. Parce que les lois fiscales existent. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant que le Premier ministre consultait, et vous êtes une organisation de plus de 100 personnes aujourd'hui experts en fiscalité, pourquoi vous n'êtes pas allé voir le Premier ministre? Ils n'ont pas de poids politique. Bon, il faut savoir que non, la structure comme la nôtre ici doit toujours être combattue. Doit être toujours combattue parce que pour preuve, le ministre des Finances, José Stélé Yalagouli, avait donné les instructions
au régime financier de nous accorder le marché. Mais une année déjà, jusqu'à aujourd'hui, les services là refusent même de nous recevoir. Ok. Le ministre ne pèse pas. Nous reviendrons là-dessus. Voici, c'est un problème très sérieux parce que l'État n'a pas autre moyen que le budget pour réaliser son programme. Et les méthodes d'aujourd'hui de récolte des recettes sont dépassées. Vous voulez venir aider les pouvoirs. Vous parlez le même langage que M. Kitenge Kasongogi. Pour lui, il pense, il vous a suivi la fois dernière, il pense, lui, qu'il faut nécessairement trouver des solutions idoines en convertir les régimes déclaratifs en régime prévisionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sur un territoire vierge. Bon, ça c'est un problème, c'est un sujet qu'il a soulevé. Ça nécessite vraiment des études minutieuses quant à ça. Ok. Nous reviendrons là-dessus parce que c'est un problème très sérieux. Ouais. La semaine dernière, nous avons reçu sur ce plateau une dame, médecin, qui a eu des problèmes avec l'administrateur directeur de l'hôpital de Cinquantenaire. Aujourd'hui, la justice s'est saisie de ces problèmes et les dames, la maman congolaise a réagi. Et la maman congolaise exprime la crainte de voir que ces procès n'aboutissent pas parce que les politiques sont en train de décourager la justice. Que diriez-vous rapidement face à ce genre des interventions intempestives de la politique? Commençons par les dames. Oui, rapidement. Une minute, Madame Agel. Rapidement, la justice doit poursuivre son cours. Il faut dénoncer ceux justement qui essayent de tirer les ficelles pour que cet administrateur de l'hôpital du Cinquantenaire se tire d'affaire. Et il faut, comme on dit en anglais, name and shame, donc donner le nom et faire honte à ces Congolais, notamment des médecins congolais qui ont signé un communiqué pour crucifier ce docteur et se dire que on a un cas là d'un récidiviste qui a eu déjà à commettre des méfaits en giflant un de nos ministres. Donc là, ça crée déjà un précédent. On ne peut pas mettre en doute ce que le docteur a dit sur ce plateau et tout ce qu'on peut souhaiter, dire qu'il faut absolument, quand nous ne cessons de dire que le Congolais doit être au centre des préoccupations, du développement, etc., c'est aussi au centre de la justice. On voit dans d'autres pays, dès qu'on touche à un cheveu d'un ressortissant d'un pays, tout le monde se lève, on condamne, et bien ça doit devenir le cas au Congo. On ne doit pas avoir des étrangers qui nous disent « Allez vous plaindre là où vous voulez, on ne me fera rien ». Eh bien, il a vu qu'on va lui faire quelque chose. Il a ma carte. Voilà. Ok. Alors, Madame Abongo, rapidement, une minute. Je suis heureuse d'apprendre que l'administrateur véreux est maintenant au NIOF. C'est ça. Non, c'était ça notre souhait. Eh bien, c'est arrivé. Et moi, je demanderai à notre justice, qui est aujourd'hui censée être indépendante, de ne pas subir ce genre de trafic d'influence. Vous savez, c'est quand même malheureux. Une compatriote qui dénonce des faits qu'elle a eu à vivre, et vous voyez des compatriotes, nos frères congolais ou nos sœurs, qui se lèvent pour défendre ce monsieur qui a eu à violenter la dame. C'est malheureux. Donc on veut faire croire que cette dame a menti, on veut faire croire que cette dame a inventé cette affaire de toute pièce, alors qu'elle nous a dit ici ce qui s'est réellement passé. Et qu'il y ait des témoins. Et moi je voulais dire à notre justice de ne pas céder, d'aller jusqu'au bout. Si il doit moisir en prison, qu'il moisisse, et si on doit le faire sortir, justement qu'on l'expulse et qu'il ne puisse plus rester dans ce pays. Rapidement, une minute. Rapidement, je voudrais rassurer le peuple. Il ne faudrait pas tomber dans ce genre de villanité.
populiste, pression politique, intervention politique, non. Nous vous avons dit, nous avons conduit cette dame pratiquement au ciel. Et si vous êtes au ciel, vous n'avez plus à voir les saints, parce que le ciel est au-dessus des saints. Donc voilà. Et, influence politique, je n'en vois pas, Noël. Je n'en vois pas. Okay. Donc la justice fera son travail. Mais du moins, Noël, juste un petit mot. Cette habitude, je l'ai dit à un procureur général de la ville ici, où l'affaire est en justice, déjà passe au micro pour contredire, voilà, ce n'était pas comme ça. Ah non, moi, je regrette d'avoir quitté la magistrature. Magistrat, procureur général, monsieur, vous qui avez fait des déclarations, venez. On vous verbalise. Et les faux témoignages constituent une infraction. Voyez-vous, il y a des gens, nous avons la liste des présences, il y a des gens qui n'ont pas été présents parmi ceux qui ont fait ces déclarations médiatiques. Donc voilà un peu le Congolais bas. Alors qu'ailleurs, quand vous avez un diplôme, le diplôme ne vous apporte non seulement la science, mais aussi une certaine éthique individuelle. C'est pourquoi j'insiste à mes étudiants de faire très attention avec la science. La science sans conscience, elle est pire que toute autre arme mortelle. Oui, mais rapidement, une minute. Je félicite le procureur qui a le courage patriotique de mettre hors d'état de nuire un tel monsieur. Deuxièmement, je demande au président de la République de suivre personnellement ce dossier, ou au besoin que cet homme-là rentre chez eux. Il y a des œufs aussi chez eux là-bas. Il y a des hôpitaux qui créent les cinquantenaires là chez eux. Voilà. Ok. Vous avez quelque chose à dire, M. Pedro? Oui. Oui, vous dites? Papa Noël, ce qui me tique, c'est quoi? Je ne sais pas. Cet hôpital appartient aux Congolais ou bien aux étrangers? Aux députés de nous aider à comprendre ça. Est-ce qu'il y a-t-il un contrat? Trop, c'est trop. Est-ce qu'on peut nous présenter un contrat qui régit cet hôpital avec l'État congolais? C'est injuste. Les bâtiments datent du temps de Kassavo. C'est flou. Ok. C'est un dossier, je pense que ça se trouve entre les mains de la justice. Et faisons confiance à la justice. On fait confiance, mais dans tout le cas, c'est qu'on doit savoir qu'au Congo, on reçoit tout le monde. Hospitalité légendaire. Nous avons les étrangers qui sont ici depuis de longues années et qui ne sont pas inquiétés. Les Indiens qui sont arrivés à l'hôpital, c'est bon. Ils apportent ce que nous pouvons appeler ça l'expertise. C'est bon. Il a été démontré que la plupart des Indiens qui sont là ne sont pas des médecins. Bravo au docteur Mankoy, le médecin. Mais le problème, ils doivent veiller sur ça. Les problèmes qu'il y a, un étranger qui est ici, qui respecte les lois, qui respecte les habitants du Congo, mais il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Mais d'autre part, nous aussi, si on nous confie cet hôpital demain, 3 mois après, il deviendra ce que Mama Yemo est. Question d'homme, Noël. Il ne faut pas généraliser. Il deviendra question d'homme, d'accord? Oui, question d'homme. Mais nous avons. Le choix des hommes, c'est tout. Ce qui est bizarre, il y a des Congolais qui savent entretenir leurs hôpitaux. Bien sûr. Je vois par exemple Nzolantima. Qui n'ont pas de poids politique. Nzolantima, à l'hôpital de clinique de l'œil. Oui. Quand vous y arrivez, vous croirez que vous êtes à Bruxelles ou à Paris. Nzolantima. Oui. Le docteur Nzolantima. Mais je me demande, ceux qui sont à l'hôpital général qu'on appelait Mama Yemo, est-ce qu'ils sont médecins? Ceux qui sont aux cliniques universitaires, où on forme même les médecins, est-ce qu'ils sont médecins? Ceux qui sont à l'hôpital de Kitambo, est-ce qu'ils sont des médecins? Je pense que demain, si on confiait cet hôpital qu'on appelle cinquantenaire à un Congolais, digne de ce nom, je pense que nous devons éviter ça. Mais alors, aux étrangers qui sont chez nous, nous devons savoir, malgré ce que vous nous apportez comme expertise, mais si vous le faites de la manière des carottes à gauche et le bâton à droite,
eh bien, cette expertise doit être oubliée. Le problème aussi, c'est Kinshasa qui est en danger. Vous avez soulevé le problème ici. Kinshasa est en danger. Vraiment, Kinshasa est en danger. Une moindre pluie, les 3/4 de Kinshasa se transforment en lac. Le pont Gili s'effondre. Et puis, les victimes, on en compte au pluriel, hein, des victimes. Alors qu'on disait dans l'enfance, après la pluie, c'est le beau temps. Aujourd'hui, après la pluie, c'est le déluge. C'est la mort. Ce sont les pleurs. Donc, nous pensons que la fois prochaine, nous viendrons avec des preuves pour vous faire voir comment le Kinshasa se transforme en lac, comme les lacs Tanganyika, comme les lacs Kivu, comme les lacs Maïndombe. Eh bien, pour sortir de sa parcelle, il faut savoir nager. Si vous ne savez pas nager, impossible de quitter la maison après la pluie, dans certains quartiers de la capitale. Il faut qu'on vous porte. Non, de 60 ans après, quelle est la politique congolaise en matière de l'habitat, en matière de l'urbanisme? Mesdames et messieurs, nous disons, nous nous retrouvons la semaine prochaine, si Dieu le veut, et l'émission Forum des médias est à vos dispositions. Nous avons besoin de vos suggestions et de vos critiques et conseils. Au revoir et à la prochaine. Naboyokani bodiso na tebo, tusi baba etayu